d'être là. Comme vous le savez, chaque mois, le Cercle CAD organise une conférence et celle de ces mois-ci ne fait pas exception. Aujourd'hui, le titre de la conférence est de la bibliocratie à la bibliothérapie. Variation philosophique pour une praxis émancipatrice dans le Cercle CAD. C'est une réflexion que le conférencier va nous faire en se basant sur un certain nombre d'ouvrages, entre autres celui de Placide Tempels. Placide Tempels, pour ceux qui ne le savent pas, c'était un missionnaire basé en République démocratique du Congo vers les années 30-40 qui a écrit un ouvrage et qui est resté comme une référence. Nous aurons l'occasion de découvrir cet ouvrage-là. Et il a dit un certain nombre de choses qui a provoqué des remous dans le monde intellectuel et qui encore, jusqu'aujourd'hui, je le souligne bien, continue à les provoquer. Personnellement, c'est un auteur qui me marque beaucoup puisque dans un des chapitres de mon roman que j'ai publié en 2011, je me suis inspiré de ses écrits pour essayer de lui faire parler à travers un de mes personnages. Ceci dit, pour la conférence d'aujourd'hui, notre conférencier n'est pas quelqu'un à présenter. Docteur en philosophie de l'université Paris 4 à Paris. Il a été l'étudiant du professeur Marion de l'Académie française. Il a aussi un diplôme en théologie de l'université de Strasbourg, conférencier de renom, philosophe, théologien, pour couronner le tout, président du Cercle CAD. Il va essayer aujourd'hui de réfléchir sur ce dont je venais de vous parler tantôt. Alors, sans pour autant plus tarder, je vous demande de l'applaudir très fort, professeur Awazi Bande. Merci beaucoup, mon frère Biko, pour cette présentation fraternelle. Sans plus tarder, comme vous l'avez annoncé, le titre de cette conférence, Biko l'a déjà dit, je le répète pour des raisons pratiques, de la bibliocratie à la bibliothérapie, variation philosophique pour une praxis émancipatrice dans le Cercle CAD. En d'autres mots, je vais essayer, tout en présentant la dimension philosophique de la conférence, montrer ce que nous faisons depuis bientôt 8 ans, ici à Ottawa. Chaque dernier samedi du mois, nous faisons une conférence mensuelle et chaque année, en janvier, nous publions une revue savante, Afroscopie, chez l'Harmattan à Paris. Sans plus tarder, j'aimerais juste planter le décor en énonçant la thèse principale qui va vraiment autour de laquelle va graviter mon propos. C'est celle-ci. Selon la philosophie occidentale, tout savoir, toute science doit être archivé par écrit parce que l'écriture et la sédimentation textuelle du savoir permet sa transmission à une longue échelle. Exemple, aujourd'hui, un livre peut voyager pendant des années et affecter et provoquer des révolutions au niveau scientifique. Alors, dans cette première partie, j'ai 3 parties au fait. Je vais d'abord planter le décor en donnant quelques concepts qui vont me permettre de produire du savoir ici et maintenant, mais aussi, comme Biko l'a dit, montrer comment est-ce que se passe qu'un missionnaire belge, Placide Tempels, a publié en 1949, juste au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, son ouvrage Philosophie Bantou. C'est cet ouvrage qui est la source de la philosophie africaine. Soit les gens qui disent qu'il a fait une ethnophilosophie, soit des gens qui l'encouragent, mais peu importe. Aujourd'hui, je vais juste me limiter au niveau descriptif pour montrer, vous me voyez venir, c'est le statut de l'écriture en Afrique contemporaine, dans les sociétés africaines. Ça, c'est vraiment, si vous pouvez garder ça, vous pouvez garder comme le fil rouge de mon exposé, le statut de l'écriture et de la production de savoir écrit et de leur diffusion en Afrique contemporaine. Comme la conférence le dit de la bibliocratie, biblio, c'est les livres, hein, Bible, biblio, c'est les livres, biblion, ton biblion en grec, biblia, c'est les livres, au pluriel. Bibliocratie, hein, démocratie, donc là, le gouvernement par les livres. Alors, de la bibliocratie à la bibliothérapie. Le fait de lire un ouvrage substantiel permet à l'esprit
d'ouvrir d'autres mondes. Comme dit Paul Ricoeur, lire un livre, c'est habiter les différents mondes, l'infinité de mondes que le texte produit, que le texte charrie. Alors il y a un troisième mot, il n'y a pas 203, alors il y a 3 mots qu'il faut vraiment retenir. Bibliocratie, gouvernement par les livres, bibliothérapie, comme la guérison de la personne par le livre, mais aussi bibliophagie. Hein? Manger le livre, c'est une pratique déjà chez Ézéchiel dans la Bible. Hein? Chez Ézéchiel, Dieu demande au prophète, fils d'homme, mange le rouleau. Et le prophète dit, je le mangeai et il fut dans ma bouche comme du miel. Donc la lecture, c'est une nourriture pour l'âme, pour l'esprit. C'est très important. Alors, bibliocratie, bibliothérapie, bibliophagie, ce sont les 3 concepts. Autre chose, en faisant cette conférence, j'avais vraiment un souci, un questionnement politique, scientifique aussi. Quand on regarde aujourd'hui, souvent je parle avec mon collègue Biko, quand on voyage en Afrique aujourd'hui, si on est objectif, quelle que soit sa nationalité, les institutions scolaires en Afrique, telles qu'elles sont là, ont été créées par la colonisation européenne. Dire cela, ce n'est que affirmer une vérité. Donc, et c'est ça l'une des critiques, l'une vraiment des questions que je soulève dans cette conférence, c'est le fait que les écoles telles que nous les connaissons ont été créées par les Européens pendant la colonisation. Et même l'écriture, la mise en alphabet de nos langues. Hein? Je suis juste au niveau de la microsociologie. Je ne veux pas entrer dans les débats que l'écriture vient des Égyptiens et des pharaons qui étaient nègres. Je parle aujourd'hui à Mbandaka, à Libreville, à Abidjan et partout. Alors, on peut déjà faire une première observation. Les Africains, après 60 ans d'indépendance, n'ont pas réussi tout à fait à reproduire l'épistémologie de l'école occidentale telle que nous la connaissons ici à Ottawa, ou bien à Paris ou ailleurs. C'est-à-dire, il y a des documents, des ouvrages, des gens qui sont chargés pour les produire et les diffuser pour que les étudiants s'approprient, incorporent ce que la société veut qu'ils aient comme idéaux, comme compréhension de leur vécu, de leur civilisation, de leur culture. Donc tout au long de la conférence, j'aimerais vraiment d'entrée de jeu mettre l'emphase sur cette réalité, l'écriture en Afrique, même l'écriture dans le processus d'humanisation. Très important. Je ne veux pas entrer dans les débats sur les instrumentalisations idéologiques de l'écriture. Je veux seulement dire que c'est important aujourd'hui. Aussi bien, on peut aussi faire, il y aura aussi en filigrane une critique de l'État. Hein? Et en disant cela, je pense déjà, je vise vraiment l'école africaniste de Paris qui font des travaux importants, mais dans mes prochaines publications, il y a une erreur déjà, parce qu'en disant l'État en Afrique, je prends l'exemple de Jean-François Bayard, qui est quand même l'un des auteurs clés de cette école africaniste de Paris, l'État en Afrique, la politique du ventre. Hein? Il a fait beaucoup de recherches. Mais en disant déjà l'État en Afrique, l'État, il faut déjà qu'on valide qu'il y a l'État. Il n'y a pas l'État en Afrique. Donc, les travaux de Jean-François Bayard, même s'ils sont quand même importants, ils ont une revue politique africaine qui a formé la plupart des politologues africains de la post-colonie. C'est un monument. Mais dans mes prochains travaux, je vais montrer que Jean-François Bayard est dans l'erreur. Et dans l'erreur, non pas qu'il n'est pas érudit, comme il dit, mais il n'y a pas d'État en Afrique. Insister sur ce point, ce n'est pas seulement juste pour des raisons de polémique. Parce que plus on va continuer à utiliser des concepts non critiqués, plus nous allons investir nos forces dans l'erreur, dans l'errance. Donc, première affirmation de cette conférence, il faut déconstruire le savoir africaniste de Paris qui a quand même une longueur d'avance, c'est-à-dire, hein, allez-y, Libreville, Guinée, Mali, Sénégal, politique africaine, c'est la revue. Vous n'allez pas avoir votre maîtrise ou le doctorat. Ne parlons pas d'ici au Canada, dans les universités. Jean-François Bayard, c'est incontournable dans tout jury de doctorat. Et pourtant, il est dans l'erreur. Donc, il faut déjà quand même aussi avoir un peu confiance en soi, mais aussi avoir cette honnêteté intellectuelle. Je déconstruis ça. Deuxièmement, la circulation des livres en Afrique. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays africains, les programmes sont ceux qui ont été établis pendant la colonisation.
Hein? Donc, quand j'insiste sur ça, c'est que l'Afrique n'a pas reproduit l'épistémologie occidentale, ni dans l'éducation, ni dans l'État, mais n'a même pas réussi aussi à mettre, à opérationnaliser ses propres épistémologies. Souvent, il y a des débats, ah oui, on doit faire dans nos langues, mais il y a un travail derrière. Le livre, l'écriture, il faut que des gens écrivent et puis qu'on diffuse ce travail. Ça, c'est un peu l'introduction de ce travail. Donc, je vise déjà en ligne de mire, il y aura une critique de l'État et de l'épistémologie qui est derrière. C'est une épistémologie néocoloniale où on dit l'État en Afrique, politique du ventre. Mais il y a déjà, l'État, il n'y a pas d'État. On doit valider ça. Donc, c'est au nom d'une posture phénoménologique et sociologique que j'ai déconstruit et mes productions déjà dans la revue Afroscopie numéro 3 et puis dans mon livre de la post-colonie, j'ai déjà amorcé la déconstruction, mais c'est pour un travail beaucoup plus ambitieux pour montrer que pendant 50 ans, l'école africaniste de Paris a eu tort. C'est-à-dire, malgré l'érudition apparente, ils sont dans l'erreur pour celui qui observe les sociétés. Alors, vous me voyez venir, parce qu'ici en Occident, l'écriture, c'est le lieu d'humanisation. C'est l'écriture. Et même, alors maintenant j'entre dans la deuxième partie, hein, comme j'ai annoncé, j'ai déjà planté les concepts qui vont me permettre de produire du savoir. Deuxième partie, c'est le statut de l'écriture dans la philosophie africaine. Alors, je ne veux pas m'étaler parce que toutes ces recensions seront publiées dans notre revue Afroscopie qui paraîtra en janvier, que nous sommes en train de fabriquer. Ça sera un numéro très ambitieux, 600 pages, qui paraîtra chez l'Harmattan. Commençons. C'est seulement en 1949, la première édition flamande en 1945, le révérend Père Placide Tempels, ça c'est très important, missionnaire belge, franciscain belge, à Cabo-Dianda, au Katanga, au Congo. Il a publié un grand ouvrage qui s'appelle Philosophie Bantou. D'abord en néerlandais, puis traduit à Paris, à Présence africaine en 1949. Très important. Hein? N'oubliez jamais l'écriture en Afrique. Et la production des pouvoirs qui vont avec. Placide Tempels, un missionnaire qui a observé ses paroissiens au Congo et qui a trouvé que les Bantous, hein, les gens, les populations africaines de là-bas, ils ont une philosophie. Parce qu'avant lui, et tu as raison, Biko, avant lui, nous n'étions pas des humains, nous étions dans l'animalité, parce qu'il n'y a pas d'ouvrage, d'écriture où nous avons exprimé notre pensée. Je suis dans l'histoire. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. C'est ça le problème de l'Afrique. Toujours le manque de sens critique et la sentimentalité. Je vous décris des faits. Avant lui, si on n'écrit pas, on est dans l'animal. Alors, je ne peux pas encore entrer dans le trait de noir et autre chose. C'est ça. Et l'honnêteté du missionnaire, ça, c'est un grand ouvrage. Hein? Je viens de me rendre compte qu'il vient de m'ouvrir une piste en théologie. Théologiquement, il est difficilement battable. Tempels. Alors, je laisse messieurs les philosophes dire des choses, mais théologiquement, en disant, alors voilà, allons-y. Qu'est-ce qu'il dit dans l'ouvrage? Les Bantous, après avoir passé des années, ils trouvent qu'ils ont une philosophie. Parce qu'avant lui, on n'était pas dans l'humanité. Hein? Alors, voilà ce qu'il dit. Page 15. Par les méthodes d'analyse, de synthèse de nos disciplines intellectuelles, nous occidentaux, nous pouvons, donc nous devons rendre aux primitifs le service de rechercher, classifier et systématiser les éléments de leur système ontologique. Celui qui prétend que les primitifs ne possèdent point de système de pensée les rejette d'office de la classe des hommes, décisifs d'entrée de jeu. C'est-à-dire, Tempels, c'est un homme de Dieu, au sens où il est en train de chercher, il veut comme sauver les primitifs parce que ce n'est pas encore validé qu'ils sont des humains. Ça peut faire rire, mais c'est ça l'Occident, il faut écrire, il faut être humain. Ça, c'est depuis Platon avant Jésus-Christ. C'est ça. Donc, la traite, la colonisation avec le militarisme, c'est d'abord là que ça se joue. C'est comme si vous allez dans un troupeau de vaches, vous voulez montrer un texte, ils ne vont pas lire. Alors, je suis en train de décrire les faits. Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal. Je décris les faits, je suis phénoménologue. Donc, Tempels se dit que, mais si vous leur demandez eux-mêmes d'écrire cette philosophie, ils n'ont pas les moyens. Donc, il veut sauver. Il se comporte en apologète. Il veut faire l'apologie. Non, ce sont des humains. Mais c'est un occidental. Il faut aussi être honnête quand on fait les analyses. Tempels
Il est honnête intellectuellement. Parce que dans sa culture, il faut écrire pour être humain. Et il veut sauver la mise. C'est ça l'analyse. Hein, ne faisons pas d'anachronisme. Et effectivement, d'ailleurs, après les supérieurs l'ont rappelé en Europe. Les supérieurs, c'est qui? Alors, Tempest. Il dit qu'il faut l'ontologie. Et il montre que, contrairement à notre ontologie occidentale, Tempest qui parle, Aristote, Saint Thomas, statique, il dit que pour les Bantous, l'homme, hein, l'homme, donc l'âme, donc la force qu'il y a en l'homme, c'est une force vitale. Pour le Muntu, l'homme, c'est une force vitale. Hein? C'est pourquoi ils veulent accroître la force de la vie, la jouissance de la vie, la force vitale qui monte, qui vient de Dieu, qui passe par les ancêtres archipatriarches, hein, les morts, et puis jusqu'au clan, à l'individu qui doit aussi avoir sa progéniture, la force vitale. Mais j'ouvre une parenthèse, mais Tempest, c'est un génie parce qu'il est en train de marcher sur les pas des grands phénoménologues français aujourd'hui. Michel Henry, phénoménologie de la vie. Vous voyez, les génies toujours se reconnaissent même après des siècles. Il y a un problème. Et Tempest se dit que d'ailleurs, au contact avec mes paroissiens, mes chrétiens congolais, ils m'évangélisent. Hein, ils m'évangélisent parce que Jésus, il dit que je suis venu pour qu'ils aient la vie en abondance. Hein? Donc, voilà un peu la première chose. Donc, Tempest, je ne veux pas entrer dans les détails. Tempest, il constate que les Bantous ont une philosophie. Ils ont le sens de Dieu, Dieu qui a. Hein? Ils disent, Dieu, c'est l'auteur de la force vitale. Il n'y a pas de vie sans Dieu. Mais c'est Michel Henry craché. Et l'évangile des gens, je suis le chemin, la vérité, la vie. Hein? Ils disent en Keluba, Mouine Bukomo Bwandi. Dieu a la force en lui-même. En fait, c'est ça que, en termes contemporains, on va dire que Dieu s'engendre de lui-même. Dieu a la vie en lui-même, de l'immanence de Dieu. Ça, c'est Tempest qui dit ça. Ah, vous voyez, c'est l'ethnophilosophie. Mais alors, qui parle? C'est un théologien, c'est un philosophe. Ça, c'est autre chose. Je continue. Toujours Tempest. Je passe les détails. Il montre aussi que le nom chez le Muntu. Le nom, c'est l'être. C'est la force vitale. Et le Muntu a peur des gens qui vont comme déforcer, comme affaiblir. Hein? Affaiblir sa force vitale. C'est les sorciers. Hein? C'est pourquoi il y a aussi les guérisseurs qui vont renforcer la force vitale. L'homme, c'est la force vitale dans la philosophie bantoue. Hein? Et en disant cela, Placide Tempest, non seulement il montre aussi au niveau de la vie sociale, au niveau de la justice, au niveau de la palabre, hein? La palabre où il faut vraiment trouver l'équilibre, parce que c'est un système de la vitalité, pas le vitalisme. Hein? La vie doit s'équilibrer, vous voyez, il faut la renforcer quand elle s'affaiblit. Hein? Et la mort, c'est vraiment l'extinction de cette vie, cette force vitale. Il y a quand même chez Tempest vraiment un travail de fond. Et je termine Tempest parce que c'est quand même une conférence, ces choses seront publiées. L'honnêteté intellectuelle. Voilà ce que Tempest il dit à la fin, à la conclusion de son ouvrage. Ça, permettez-moi de citer. Voilà ce qu'il dit. Non, auteur, mais de son œuvre. Voilà ce qu'il dit. Cette découverte de la philosophie des Bantous pourra paraître déconcertante. On sera tenté de se croire devant un phénomène de mirage. En effet, la fausse image de l'homme primitif, du sauvage, de l'anthropophage, demeuré en deçà du plein épanouissement de l'intelligence, s'évanouit irrémédiablement devant ce témoignage. Ils ont une philosophie. Et Tempest vient de l'écrire. Attention, il n'a pas juste parlé autour d'un verre de vin d'épargne, il a écrit. On ne peut pas dire qu'il y a des civilisations orales ou écrites. Non, il y a des hommes qui écrivent ou qui parlent. Arrêtons parfois certains énoncés de la paresse intellectuelle que nous colportons jusqu'au retour du Christ. Hein? Au contraire, à l'instar de la vision biblique des ossements qui s'animent, ça c'est dans le livre d'Ézéchiel, se rassemblent et prennent bientôt forme humaine ressuscitée, nous distinguons vaguement d'abord, mais bientôt d'une façon plus nette et ensuite évidente, le véritable primitif que nous avions trop méconnu. Dans la foule innombrable des masses primitives, dans les faces animales méprisées, nous voyons s'effacer les expressions bestiales que nous prêtions à ces sauvages. Et c'est comme si, tout à coup, une lueur d'intelligence s'allumait, s'irradiait, étincelait,
dans ces faces animales transformées en visage humain. On a l'impression que ces masses vont se dresser de leur prétendue humilité, se drapant dans la conscience de leur sagesse propre et de leur conception du monde, en face du groupe ténu, civilisé certes, mais combien bouffi d'orgueil du monde occidental, monde civilisé. On sent qu'il s'agira de parler, de sagesse à sagesse, d'idéal à idéal, de conception du monde à conception du monde, n'est-ce pas le crépuscule des dieux? Ben, il y a un travail à faire, surtout pour les théologiens, je pense. Tempès a beaucoup été exploité par les philosophes, je pense qu'il y a un travail énorme à faire. Il conclut son ouvrage en disant que ce sont les êtres humains comme nous devons traiter d'égal à égal. Alors je termine cette première partie de la conférence, non, cette première partie de la deuxième partie, par Tempès, c'est vraiment le père de la philosophie africaine. Est-ce que nous traitons d'égal à égal dans les relations internationales, dans l'État, dans nos pays africains? Il n'y a pas d'État en Afrique. Dans les églises, Tempès est un prêtre catholique. D'ailleurs, on l'a rappelé en Europe. Bien ici, on a de l'obéissance. Bon, alors ça, c'est... Vous voyez, quand on est quand même intellectuel, on doit aller jusqu'au bout. On ne peut pas fuir son destin. Quelle que soit la précarité, on ne peut pas non plus lutter puis vouloir dormir au château Laurier. Soyez un peu plus réaliste, vous savez. Ok, Tempès. Et tout ce qui va suivre dans la philosophie africaine, c'est des gens, soit qui l'approuvent, ou bien qui le critiquent en disant qu'il fait de l'ethnophilosophie. Ça, c'est Tempès. Donc, dans la suite, je vais quand même revenir sur deux philosophes qui ont écrit récemment, qui se sont prononcés un peu, qui ont fait comme une récapitulation de la philosophie africaine. Je commence par Souleymane Bachir Diagne, son ouvrage « L'encre des savants. Réflexion sur la philosophie en Afrique. Présence africaine, Paris, 2013. » Alors, Souleymane Bachir Diagne est professeur à Columbia University, à New York. Après ses études à l'école de maths supérieure, et puis il a enseigné des années à Dakar. Il a d'abord enseigné dans une université américaine, Northwestern University. Maintenant, il est à Columbia. Bref, dans cet ouvrage, je vais juste me limiter. L'encre des savants. Je pense, déjà dans cet ouvrage, il reprend encore, dès l'entrée de jeu, l'œuvre de Tempès. C'est pourquoi je dois passer vite. Il dit que Tempès, que nous le voulions ou pas, c'est lui qui a commencé la philosophie africaine. C'est un Belge qui a commencé la philosophie africaine. On fera le débat après. Mais c'est dans leur culture, il faut écrire pour faire la philosophie. Il n'y a pas une philosophie orale. C'est d'ailleurs comme Paul Ontonji, Marcien Toa et les autres, Boussi aussi un peu, Boulaga, vont critiquer Tempès en disant qu'il fait une ethnophilosophie. Parce qu'il n'y a pas une philosophie tribale ou bien de groupe. Il y a une philosophie par des individus. C'est les philosophes qui écrivent une philosophie. Il n'y a pas une... Oui. Mais en même temps, Souleymane Bachir Diagne, il dit aussi que on peut quand même parler aujourd'hui de philosophie allemande, philosophie française. Vous voyez, il faut toujours en philosophie avoir la dialectique. Philosophie canadienne. Vous voyez, soyez un peu... Ouais, dialectique, c'est important en philosophie. Dia, deux positions. Il faut dialectiser les positions très unilatérales. Alors, il y a ça, mais il dit aussi que, dans ce que je retiens dans cet ouvrage, un autre aspect, il dit que, c'est vrai, nous devons archiver. Ceux qui doivent écrire doivent archiver nos savoirs. Mais en même temps, lui, il travaille beaucoup sur les érudits arabes, parce qu'il a étudié ici à Paris, mais quand on voit ses ouvrages, il a travaillé sur les philosophes pakistanais, Iqbal. Lui-même, il est de religion musulmane. Mais il dit ceci, c'est intéressant, je pense ses travaux. Il y a des érudits noirs avant l'arrivée des Européens à Tombouctou et à Mopti. Il y avait au Mali des bibliothèques savantes, des écoles savantes, où les érudits noirs, par exemple comme Ousmane Danfodio et les autres, écrivaient en arabe. C'est le problème de l'écriture. C'est comme s'il y a une comme obsession dans l'écriture. Parce que s'il n'y a pas ça, c'est l'animalité. Alors après, l'armée va venir pour prendre les gens et les amener aux Antilles. Mais d'abord, il faut que la philosophie, c'est la philosophie qui est comme le Dieu en Occident. C'est la philosophie qui décide de l'humanité ou de l'animalité. Et c'est l'écriture. C'est comme ça leur culture. On peut ne pas être d'accord, mais c'est comme ça qu'ils font. Alors, il dit ça, mais aussi je retiens
Bachir Diagne, le fait que, bon, l'Afrique doit penser aussi l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de se laisser polariser par le passé, mais à condition que l'Afrique ait une vision prospective du temps, hein, l'avenir, se projeter. Pas seulement vivre au jour le jour. Écoute mon gars, moi j'ai mes 3 repas aujourd'hui, j'ai le foufou et j'ai le Thomson, fiche-moi la paix avec tes livres. Excusez-moi, c'est ça, ouais, c'est ça, ouais. L'Afrique doit se projeter. Hein? Il y a la dimension eschatologique, la dimension prophétique du temps. Lui-même, c'est un philosophe arabisant, parce que lui, il est grand arabe aussi. Et on voit, il fait, en critiquant un autre philosophe, John Mbiti, hein, Kenya, Tanzanie, Mbiti, il est du Kenya, il travaille avec les Swahili, tout ça. Alors Bachir, vous savez, dans les Swahili, il y a les racines arabes. Bachir Diagne, non, alors Passé Mbiti, il dit que non, il n'y a pas la dimension du futur dans les langues africaines. Alors, Bachir, il fait une opération subtile en disant que oui, Mbiti, tu travailles sur Sasa et Zamani en Swahili. Sasa, c'est maintenant, Zamani, c'est le passé. Alors Bachir, il dit oui. Alors il montre qu'en arabe, même aussi le Wolof il dérive au moins sur le mot Sasa et Zamani. Le Wolof dérive aussi sur ça. Bachir montre que oui, en arabe, même le Sasa et le Zamani, il y a aussi une dimension de eschatologique, prophétique. Il y a le futur, mais à l'autre voie, il faut connaître l'arabe, graphiquement et grammaticalement, pour faire ce qu'il fait. Hein? Le futur, quel est l'avenir de l'Afrique? Vous voyez? Troisième temps dans ce livre de Souleymane Bachir Diagne, c'est le fait qu'il parle aussi de la démocratie, hein? La politique, les philosophes africains, il parle des Bidima, de lui-même et des autres philosophes africains, et Boussibou Laga, qui ont pensé le vivre ensemble post-colonial. Il ne s'agit pas de pleurnicher sur le passé, quel qu'il ait été, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Hein? Alors, il dit que la philosophie doit penser le vivre ensemble. Et même déjà, il y a là, en citant Bidima, il parle aussi de l'État. Exemple, Jean-François Bayard est nommé, donc il n'est pas le seul qui le critique. Il dit en disant, l'État en Afrique, il confisque le débat. Il n'y a pas d'État. Or, quand on prend cette orientation, on perd des énergies énormes et on se bat pour des mensonges. C'est-à-dire, je m'explique, pour des choses erronées. Il n'y a pas d'État en Afrique, qu'on cherche un autre mot. Il y a des gens qui travaillent sur l'État, sur les conflits ethniques, sur les églises et les États en Afrique. La greffe, ça c'est ma thèse que je soutiens et je soutiendrai. Moi, il y en a plusieurs publications aussi. La greffe de l'épistémologie occidentale a échoué en Afrique. Ça n'a pas marché. Alors il y a des individus qui instrumentalisent la façade des institutions étatiques ou ecclésiales pour manger et boire. Parce que vous voyez, quand même là, ça passe. Vous voyez, ça mal, tu vois. Le philosophe, il doit penser. Alors, il recourt à l'arabe pour montrer non, il y a une dimension du futur. C'est comme ça que ça marche. Et puis chaque étape doit être validée par écrit. Puis quand j'ai fini telle étape, voilà, mon ouvrage est là. Tel ouvrage, donc c'est ça, ici, le savoir. Parce que pour les mortels, le fait d'écrire, ça leur permet aussi de prendre conscience qu'ils sont une question. Hein, sans entrer dans les choses du Timée ou du fait de Platon, le mortel est à cheval entre les anges et les animaux. Ah, il y a quand même un peu d'animalité. Mais dire que tout un peuple est animal pour telle ou telle raison, c'est pas honnête non plus. Parce que celui qui dit il est aussi animal. Hein? L'honnêteté intellectuelle, c'est pas honnête. Donc, je reviens sur ça. Donc, vous voyez que les philosophes déjà critiquent la question de l'État. Il n'y a pas l'État, il faut faire attention. Hein? Non, ça, c'est pas la piste à prendre, parce que ça nous conduit dans les erreurs. On va se chamailler à Ottawa pour avoir un poste dans nos pays respectifs. Mais écoute, un ami m'a taquiné un jour, me dit qu'écoute, si tu es ministre, il dit qu'écoute, tu blagues ou pas? Ça n'existe pas, il n'y a pas un État. Alors comment voulez-vous être ministre de quelque chose qui n'existe pas? Comment veux-tu être un ministre d'un non-être? On appelle ça le non-être, le néant. Toute grande question devant l'Éternel. Aujourd'hui, il y a la francophonie. Ça, ce sont des grandes messes pour distraire les gens. Ce dont l'Afrique a besoin aussi bien dans la politique ou que dans la religion, c'est d'abord faire produire des conditions théoriques, pratiques, politiques pour que les Africains soient sujets, pour qu'ils émergent comme sujets responsables et imputables de leur vie. Donc, en terminant cette conférence, je voulais quand même rappeler rapidement les principales scansions. Je disais que il faudra retenir les 3 concepts: bibliocratie, gouvernement par les livres; bibliophagie, manger, mais non, lire les livres.
mais aussi bibliothérapie. La lecture du livre crée une métamorphose du sujet qui a de nouvelles idées, de nouvelles représentations du monde. Mais aujourd'hui, on peut dire, oui, nous proposons comme Cercle Cadre une solution en publiant notre revue qui est diffusée mondialement. Et les chercheurs du Cercle Cadre produisent des ouvrages régulièrement sur la philosophie, la théologie, les sciences sociales et politiques. Et je termine cette conférence en revenant encore à cet ouvrage de Judith Ouédy-Saint-Cardin, Les administrations publiques africaines sortir de l'inefficacité, le cas du Bénin, Harmattan, Paris 2008. Pourquoi? Parce que, je disais, il n'y a pas d'État en Afrique, mais un ouvrage comme celui-ci me donne-moi un faisceau de paramètres, de critères, pour voir dans quelle orientation nous devons aller. Aujourd'hui, l'Afrique, les institutions étatiques et ecclésiales, comme je l'ai dit, qui datent de la colonisation, ont été satellisées, usurpées, enrégimentées par des individus qui jouent à plein régime des logiques tribales et mangiocrates. Donc, me battre, déconstruire cette théorie, cette pensée politique de Jean-François Bayard, l'État en Afrique, ce n'est pas juste pour une plaisanterie, c'est parce que je vois que l'Afrique doit faire attention aux concepts qu'elle utilise, parfois inconsciemment, parfois explicitement, et qui la maintiennent dans l'assistanat, dans la dépendance même intellectuelle. Or, la dépendance intellectuelle est pire que la dépendance économique. Parce que le but de toute posture prophétique dans laquelle je me situe, qui constitue le site de mon énonciation, c'est arriver à produire une pensée émancipatrice qui remet à l'homme le pouvoir sur son ipséité, sur sa subjectivité. Et c'est dans ces conditions que, ici au Cercle Cadre, nous allons continuer à mettre en œuvre des stratégies concrètes, publication des revues, vigilance intellectuelle, déconstruction même de dynasties afro-africanistes. Ils n'ont produit que des livres, nous pouvons aussi produire les nôtres, et à l'histoire, à la postérité, de se faire une idée. Voilà, c'est avec ces phrases que je vous remercie de votre attention.